Rendez-vous de l'information et du journal magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information et de décryptage à suivre également en vidéo et en direct sur la page YouTube de Radio J. À la une, en ce lundi 20 janvier, Donald Trump qui s'immisce dans la campagne électorale israélienne. Le président américain devrait présenter dans les prochains jours son plan de paix israélo-arabe, une nouvelle qui devrait favoriser Benyamin Netanyahou. On vous explique pourquoi dans un instant. Autre annonce également très attendue, celle de Vladimir Poutine. Le chef d'État russe est attendu cette semaine en Israël à l'occasion du 5e forum sur la Shoah et il aurait une bonne nouvelle dans ses valises, l'annonce d'une prochaine libération de Nahama Issachar, condamné à 7 ans et demi de prison à Moscou. On écoutera également dans ce journal le journaliste israélien Daniel Ben-Simon, puis dans la dernière partie l'universitaire à Tel Aviv Nadia Ellis. Il sera question avec eux de politique. En France, l'ouverture à Paris du procès d'un ancien responsable de recrutement de filières djihadistes, les épreuves du bac qui démarrent mal et puis la polémique après les violences policières du week-end contre un gilet jaune. François Hollande dénonce une répression inadmissible. Radio J. Il est attendu depuis tant de mois que certains avaient fini par douter de son existence. Le deal du siècle de Donald Trump devrait pourtant être présenté dans les prochains jours. Révélation du site Axios. Le président américain aurait donc décidé d'accélérer la promotion d'un plan de paix qu'il espère voir régler les différends entre Israël et le monde arabe, et notamment les Palestiniens. Alors, pourquoi maintenant ? Eh bien, parce que Donald Trump estimerait que son deal du siècle pourrait influencer l'élection israélienne du 2 mars prochain, mais aussi sa prochaine campagne pour la présidentielle de novembre 2020. Une annonce favorable selon les observateurs à Benyamin Netanyahou, proche du locataire de la Maison-Blanche. Le Premier ministre israélien sortant pourrait ainsi voir le thème du règlement de paix occuper le centre des débats au détriment de la question de l'immunité, beaucoup plus embarrassante. Le conseiller spécial de Donald Trump dans ce dossier, son gendre Jared Kushner, doit évoquer la question lors du forum économique de Davos qui démarre demain, tout comme les chefs de la diplomatie européenne qui se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. C'est l'autre actualité dominante en Israël. La famille de Nahama Issachar attend impatiemment l'arrivée cette semaine de Vladimir Poutine dans le pays. Le président russe doit assister au forum sur la Shoah, mais il devrait profiter de l'occasion pour annoncer la prochaine libération de la jeune israélienne. Revue de presse de Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Yediot Aharonot consacre ce matin la moitié de sa première page à ce qu'il appelle l'espoir de la famille Issachar. Le journal nous montre en effet une photo de Yafa Issachar et de sa fille Liad qui sont rentrés hier de Russie. Et l'on se souvient que Yafa Issachar avait affirmé qu'elle ne rentrera pas en Israël tant que Nahama n'aura pas été libéré. Alors Nahama n'est pas encore libre, mais Yafa ne cache pas son optimisme à l'approche de la visite de Vladimir Poutine en Israël et face à l'éventualité que celui-ci gracie Nahama. Elle déclare « Je demande à tout le monde de respecter le président Poutine. Je crois qu'il permettra le retour de Nahama à la maison. S'il n'y a pas de surprise, je retournerai en Russie prochainement pour la ramener. » Le Israël Hayom lui aussi consacre une partie de sa manchette à cet espoir et titre « Semaine critique et déterminante pour le sort de Nahama, avec tout de même un bémol en forme d'avertissement qui vient de certaines autorités israéliennes. Évitons les bavardages, ils ne peuvent que causer des dégâts. » Le Yediot Aharonot nous révèle que certains des dessous de cette affaire et le journal explique que lors de leur conversation téléphonique la semaine dernière, Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine auraient évoqué la possibilité pour M. Netanyahou de faire, lors de la cérémonie de commémoration de libération du camp d'Auschwitz, ici à Jérusalem, au mémorial du Yad Vashem jeudi, une déclaration qui recadrerait d'une certaine manière le rôle de la Pologne dans la Seconde Guerre mondiale. On sait en effet que Andrzej Duda, le président polonais, ne sera pas en Israël cette semaine parce qu'il n'a pas été convié à prendre la parole. Mais derrière cela, eh bien, il y aurait des tensions entre la Pologne et la Russie, justement. À propos du rôle joué par la Pologne, la Russie accuserait la Pologne d'avoir joué un rôle déterminant dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Une déclaration de Benyamin Netanyahou du président Poutine allant dans le sens de la Russie au détriment de la Pologne pourrait permettre plus facilement à Poutine de gracier Nahama Issachar, donc affaire à suivre. Vladimir Poutine qui rencontrera Mahmoud Abbas, annonce ce midi du Kremlin. La possible grâce présidentielle russe suscite néanmoins la réaction des familles d'Adar Goldin et d'Oron Shaul. Les dépouilles de ces deux soldats israéliens tués lors de la guerre de Gaza de 2014 sont toujours retenues par le Hamas. Nous demandons à Netanyahou de retourner le monde pour ramener Adar et Oron, tout comme il a retourné le monde pour ramener Nahama Issachar. On réclamait ce matin les familles Goldin et Shaul.
Politique avec plusieurs nominations aujourd'hui en Israël. Benjamin Netanyahou avait dû abandonner toute fonction ministérielle le 1er janvier dernier pour se conformer à la jurisprudence Aryeh Deri. Celle-ci prévoit que tout ministre inculpé doit renoncer à ses fonctions. Mis en examen dans 3 affaires en novembre, le Premier ministre israélien a donc procédé aujourd'hui à 3 nominations. La plus symbolique concerne Tzipi Hotovli qui devient ministre des Affaires à la diaspora. C'est la première fois depuis 1948 qu'une femme sioniste religieuse accède au rang de ministre. L'agriculture revient au ministre de la coopération régionale Tzachi Hanegbi et des affaires sociales à Ophira Kounis, déjà détenteur du portefeuille de la science, de la technologie et de l'espace. Le chef du parti judaïsme unifié de la Torah, Yaakov Litzman, avait déjà, lui, été nommé ministre de la Santé au début du mois. Pour Tzipi Hotovli, très populaire au sein de l'électorat religieux du Likoud, c'est une belle promotion. À ce nouveau poste, je veillerai à promouvoir la politique du gouvernement selon laquelle les juifs de toutes les communautés et de tous les courants sont les bienvenus chez eux en Israël, indiquait celle qui était jusque-là vice-ministre des Affaires étrangères. On continue à parler de politique. Le journaliste et ancien député travailliste Daniel Ben-Simon était l'invité ce matin de Serge Heidenberg. Il est notamment revenu sur les dernières alliances à gauche et à droite de l'échiquier politique israélien. Et pour Daniel Ben-Simon, Benjamin Netanyahou continue de polariser les débats. La gauche veut changer le système, veut remplacer le pouvoir de Netanyahou et est prête à tout faire afin de mettre fin au règne de Netanyahou. Ça devient une mission presque sacrée aux yeux de la gauche. Il faut faire sortir Netanyahou afin de changer le climat en Israël, le climat politique, le climat spirituel, le climat académique, le climat économique. On a l'impression que la droite n'existe pas, sauf Netanyahou, et on a l'impression que la gauche n'a aucune autre idée que faire tomber Netanyahou. Alors on est dans une mission presque sacrée de dire au revoir, adieu et à M. Netanyahou, bien sûr. Mais je dois dire que la question, c'est comment le faire. Est-ce que le faire d'une façon politique, avec dans les élections, au 2 mars, ou peut-être utiliser ses problèmes judiciaires et son immunité parlementaire. La semaine prochaine, la Knesset se réunit afin de rassembler la commission qui sera chargée de dire à M. Netanyahou, laissez-nous votre immunité et partez. Et on commence le processus de dire adieu à Netanyahou. Alors ça va être très moche, ça va être très mauvais, ça va être très, très, si vous voulez, douloureux pour la droite, mais la semaine prochaine, mardi prochain, commence un processus parlementaire de prendre l'immunité de M. Netanyahou, ce qui permettra à la justice de traiter Netanyahou comme toute autre personne sans l'immunité parlementaire. Alors la gauche est là, elle ne s'occupe que de ça pour le moment, et la gauche c'est aussi le parti de Benny Gantz, c'est le parti travailliste, c'est la gauche, c'est le parti arabe, et ils sont tous, la seule mission aujourd'hui, c'est de changer le pouvoir, et afin de changer le pouvoir, de remplacer le pouvoir, c'est de se débarrasser politiquement de M. Netanyahou. Et à droite, alors, vous proposiez de parler également de la droite israélienne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Likoud arrivera à ramener les petits partis, tous les petits partis religieux dans son giron? Serge, la droite aussi, c'est Netanyahou. Garder, préserver Netanyahou. C'est une mission sacrée de la droite, et tout est possible pour ça, tout est cachère, de prendre les petits partis de la droite, de l'extrême droite, afin d'avoir une majorité dans les prochaines élections pour préserver le règne, le pouvoir ou le contrôle de M. Netanyahou. Il est devenu, si vous voulez, le phénomène incroyable de la société israélienne, comme si rien n'existait avant Netanyahou et comme si rien n'existera après Netanyahou. Alors la droite et la gauche sont pour la même mission. La gauche se débarrasser de Netanyahou, la droite le garder à tout prix. Et la question de l'immunité et le problème judiciaire est au cœur de ce problème. Est-ce que il perdra son immunité avant les élections, le 2 mars, ou est-ce qu'il la gardera? Et je vous dis, Serge, c'est tout ce qu'il y a. Les autres questions sont secondaires. C'est l'avenir de Netanyahou. Est-ce qu'il va rester ou il va partir? Et la gauche, comme j'ai dit, elle fait tout pour enlever Netanyahou du système politique.
et la droite fait tout pour le garder. Et même, alors la droite s'organise autour de petits partis d'extrême droite et la gauche s'organise de sa façon pour avoir une certaine majorité déjà au Parlement la semaine prochaine. Alors Serge, il n'y a pas d'autres questions, ni l'économie, ni les autres problèmes sociaux, ni la pauvreté, ni l'avenir des implantations, ni le Golan, ni Jérusalem, ni rien. Rien. Et croyez-moi, c'est la seule chose qu'il y a. Garder Netanyahou ou lui dire adieu. On marque tout de suite une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du journal Magazine. À tout de suite. Radio J, il est 14h13, la suite du journal Steve Nadjar. Le Parlement jordanien a voté hier en faveur de l'annulation de l'importation de gaz israélien, même si la résolution ne devrait pas être suivie par le gouvernement. Elle confirme les relations toujours tendues et difficiles entre Amman et Jérusalem. Les explications de notre correspondance en Israël et à Jérusalem, Pascal Zenschein. Vendredi, c'était des centaines de Jordaniens qui défilaient dans les rues d'Amman pour refuser le gaz de la honte et menacer de renverser le gouvernement. Dimanche, c'était au tour des députés jordaniens de voter à la majorité une résolution réclamant l'annulation de l'accord passé avec Israël pour l'importation de gaz naturel en 2016 et qui est devenu opérationnel il y a quelques semaines. Le gouvernement jordanien avait au contraire accueilli positivement l'offre israélienne de lui fournir du gaz alors qu'il pouvait de moins en moins compter sur ses importations d'Égypte. L'accord conclu avec Israël va assurer à la Jordanie 15 années d'approvisionnement d'un volume de 8 400 000 mètres cubes de gaz par jour en provenance du gisement Léviathan. Même si l'achat de gaz à Israël doit réduire de plus de 600 millions de dollars annuels la facture énergétique de la Jordanie, qui n'a quasiment aucune ressource naturelle, l'hostilité persistante envers Israël fait passer au second plan l'intérêt du pays, en tout cas pour une large partie du public et de la classe politique du royaume hachémite. La population jordanienne, composée pour moitié de Palestiniens, n'a jamais voulu envisager de normalisation des relations avec Israël, malgré le traité de paix signé entre les deux pays en 1994. Depuis 25 ans, l'opinion jordanienne est restée globalement anti-israélienne et la montée en puissance politique des islamistes n'a pas contribué à apaiser les esprits. Chaque événement touchant aux relations bilatérales, même quand il est positif, ravive les sentiments anti-israéliens. Le roi Abdallah, qui connaît l'importance de ses relations stratégiques avec Israël, doit en permanence louvoyer entre les intérêts de son royaume et la sensibilité de son peuple. La décision de récupérer l'automne dernier les deux enclaves israéliennes frontalières est un exemple caractéristique de cette politique à deux vitesses. L'accord de paix de 1994 avait donné à Baï et à Israël l'accès aux deux sites de Naharaim et Tzofar, lui permettant d'en poursuivre l'exploitation agricole. Le traité prévoyait que le bail était renouvelable automatiquement pour 25 années supplémentaires, sauf si l'une des parties le dénonçait avant l'échéance. Ce qu'a donc fait la Jordanie. La mesure était clairement destinée à caresser l'opinion dans le sens du poil, en donnant au roi Abdallah l'occasion d'apparaître en vainqueur d'Israël, sans risquer de rétorsion israélienne. Et cela a calmé provisoirement les demandes récurrentes du Parlement jordanien d'annuler le traité de paix. Cette fois, le souverain hachémite devra encore laisser passer la tempête, et pour faire bonne mesure, il reprendra pour un temps sa rhétorique anti-israélienne sur Jérusalem ou sur les projets d'annexion de la dépression du Jourdain, car Abdallah sait que son pays a absolument besoin du gaz israélien et qu'il n'a pas d'alternative valable. Un mot sur l'Iran avec les menaces de Mohammad Javad Zarif. Le ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué tout à l'heure que l'Iran se retirera du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires si, je cite, les Européens maintiennent leur comportement inapproprié. La suite de l'actualité en France et dans le monde avec Gabriel Attal. Bonjour Gabriel. Bonjour Steve. Le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, annonce que son pays désignera officiellement aujourd'hui le Hezbollah comme organisation terroriste, Gabriel. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a remercié sur son compte Twitter le chef de l'État hondurien. Une étape importante dans la lutte contre le terrorisme iranien et ses mandataires au Moyen-Orient et dans le monde entier. Merci, a-t-il affirmé. La promesse de Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, promet qu'en cas de victoire aux prochaines élections, l'Italie reconnaîtra Jérusalem comme la capitale d'Israël. Dans une interview accordée au Israel Hayom, l'ancien ministre de l'Intérieur italien a également évoqué la montée de l'antisémitisme en Europe, la présence massive en Europe de migrants en provenance de pays musulmans, parmi lesquels de nombreux fanatiques qui reçoivent le soutien total de certains intellectuels, répand l'antisémitisme également en Italie, a ajouté Matteo Salvini. Au Liban, deuxième journée consécutive de violence
violences, Gabriel. 145 personnes ont été blessées lors d'affrontements entre policiers et manifestants anti-gouvernementaux. Les forces de l'ordre ont tiré du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour repousser les centaines de protestataires qui jetaient des pierres. Le président Michel Aoun a convoqué aujourd'hui une réunion de sécurité en présence des ministres de la Défense et de l'Intérieur. L'actualité en France maintenant, l'ancien président François Hollande a dénoncé hier les violences récentes liées aux grèves contre la réforme des retraites. L'ex-premier secrétaire du Parti socialiste prévient que ce manque de réponse aux revendications des grévistes peut conduire au risque de la violence. L'ancien maire de Tulle estime qu'Emmanuel Macron et son gouvernement devraient montrer des gages sur la réforme des retraites, incitant au dialogue avec les partenaires sociaux. Et après la diffusion d'une vidéo montrant un policier frappant un gilet jaune lors d'une manifestation à Paris samedi, le parquet a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et confiée à l'IGPN. Justice, le procès de Mourad Fares, l'ancienne figure du recrutement pour le djihad en Syrie, s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris, Gabriel. Pas très connu du grand public, le djihadiste est notamment accusé d'avoir recruté plusieurs jeunes originaires de Strasbourg, partis en Syrie en décembre 2013. Mourad Fares apparaît dans plusieurs filières de recrutement de djihadistes pour la Syrie, ce qui lui a valu le surnom de sergent recruteur du djihad. Il encourt 20 ans d'emprisonnement. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était l'invitée de France Inter ce matin. Elle a été interrogée sur l'affaire Sarah Halimi. La ministre a rappelé qu'en 2008, une audience publique s'est tenue devant la Cour d'appel de Paris sur la question de l'irresponsabilité pénale et qu'elle n'est pas sûre de changer cela. En 2008, on a décidé de mettre en place une audience publique et contradictoire pour s'interroger sur le caractère de la responsabilité ou de l'irresponsabilité pénale. J'entends évidemment l'émotion de la communauté juive en l'occurrence. Il faut vraiment réfléchir avant de savoir si on bouge cela parce qu'il y a pour moi un principe fondamental de notre état de droit qui est qu'on ne juge pas les fous. Le trafic dans les transports revient à la normale, Gabriel, après 46 jours de grève. La SNCF annonce qu'elle ne communiquera plus quotidiennement sur les prévisions de trafic compte tenu du retour à la normale sur une très grande majorité de régions, d'axes et de lignes. 8 lignes de métro fonctionnent normalement. Seule la ligne 13 est interrompue. Elle ne circule qu'entre 5h30 et 11h30 ce matin avec un train sur 3, puis de 14h à 23h30 avec un train sur 4. Les lignes de RER A et B fonctionnent normalement. Le trafic des tramways devrait être normal et quasi normal sur le réseau bus. Les premières épreuves du nouveau baccalauréat débutent aujourd'hui et elles sont déjà menacées, Gabriel. La plupart des syndicats enseignants appellent depuis plusieurs semaines au boycott. Ils demandent également un report, dénonçant une réforme appliquée trop rapidement. Comme l'action qu'ils avaient menée en juin dernier, la CGT et Sud envisagent des grèves de surveillance, mais également de ne pas corriger certaines copies ou encore de ne pas transmettre les notes. Merci Gabriel Attal. Une touche musicale avant de nous quitter. À 19 ans à peine, Noah Kirel est déjà une star en Israël, double artiste de l'année en 2017 et 2019 lors des MTV Europe Music Awards. Ce nouveau titre vient de sortir et c'est déjà un immense carton sur les plateformes vidéo. On écoute Imata Gever, Si tu es un homme, sacré programme. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le retrouver dans quelques minutes sur Facebook, YouTube et sur notre nouveau site www.radioj.fr. Prochain retour de l'info à 15h et tout de suite vous avez rendez-vous avec Alexis Lacroix qui reçoit l'universitaire israélienne Nadia Ellis. Excellent après-midi à l'écoute de Radio J. Prenez soin de vous.